Chaput. Présent. Madame Nadine Abaté. Monsieur Yvan Montclé. Présent. Madame Christine Portazier. Monsieur Jean-Louis Michel. Madame Isabelle Appuy. Monsieur Daniel Carrère. Madame Sonia Forest. Monsieur Sébastien Gilles. Présent. Madame Julie Carrella. Monsieur Ronan Lundel. Présent. Madame Karine Béat. Présente. Monsieur Frédéric Bourget. Présent. Madame Delphine. Monsieur Philippe Rivière. Présent. Madame Corinne Ducrot. Présente. Monsieur Yvon Balanant. Présent. Madame Hélène Béquin. Présente. Monsieur Arnaud Billon. Présent. Madame Nadia Duterre. Présente. Monsieur Philippe Delaporte. Présent. Monsieur Samuel Dupont. Présent. Monsieur Claude Adivan. Présent. Madame Eliane Autrec. Présente. Monsieur Benjamin Popper. Présent. Madame Gaëlle Martineau. Présente. Monsieur Gilbert Lebec. Présent. Madame Roselyne Ducollier. Présente. Merci Madame Kim. Je vais vous donner la liste des délibérations et l'avènement du Conseil municipal du 8 juillet 2022. Budget principal 2022, numéro 1. Budget annexe au retard décision législative numéro 1. Tableau de classement des voies communales année 2021. Prévention du servitude des motifs pour alimentation électrique partielle BV numéro 146 de Saint-Lénard. Travaux relatifs au géo-référencement des réseaux d'éclairage public. Programme 2022 convention avec le SDEF. Examen des demandes de subventions aux associations allouées au titre du programme 2022. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous vois le procès verbal de la séance du Conseil municipal du 8 juillet dernier. Donc je vais le mettre aux voix puisque c'est la nouvelle loi depuis le mois de juillet 2022. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est par rapport aux délibérations, c'est ça? Oui, c'est la nouvelle loi depuis le mois de juillet 2022. C'est ainsi qu'il faut faire maintenant. Donc, abstention. Donc, on va reprendre. Ouais. Abstention. 5. Pour le reste. Je vous remercie. La liste des décisions prises dans le cadre des attributions prévues à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Préparation et passation du marché, marché de fourniture, acquisition. 4 tricycles vélos pour la CM Atanor et Decathlon, 2252,98 €. Matériel pour ces unités 2022 et ACM, Decathlon Pro, 944,99 €. Acquisition du gros matériel pour hôtel de ville, Liga, 1131,60 €. Tous les prix indiqués sont TTC. Divers vidéo école du métro, Manutan, 4076,44 €. Vidéoprojecteur école d'hydro, Ilian, 1400 € TTC. Divers vidéo école Arbor, Manutan, 1604,23 €. Matériel scénique et de spectacle, Audiolith, 1689,47 €. Une tente de réception, Gênes, évêque, 5238 € TTC. Marché de service, contrat maintenance système, extension de la cuisine hydro, Johnson Control, 613,61 €. Vérification des installations gaz, APAV, 2310 € TTC. Vérification du matériel sécurité incendie, OSSI, APAV, 2497,54 €. Contrat de ratisation février 2022, février 2023, l'OPA, 1900 € TTC. Licence AutoCAD LMPI informatique, 1584 € TTC. Convention lutte contre le frelon asiatique, FG, donc 3430,80 €. Maintenance poste informatique école LMPI informatique. Location de scène pour la fête de la musique Actiscène, 10 163,87 €. Maintenance annuelle des chaudières NJ Savi, 7490,12 €. Maintenance matériel de cuisson et frigorifique Oris, 1050,32 €. Renouvellement mise à jour du parfum en mairie sur serveur LPI informatique, 976,80 €. Pour les marchés de travaux,
Marché de création, réseau d'éclairage de du maréchal Joffre, STEP, 28 980 euros. Signalisation routière 2022, CDL, 11 258,58 euros. Marché de suppression de l'étang de Kerzuel, Eurovia, 22 619,82 euros. Marché d'aménagement de la rue Albert Dumas, Eurovia, 245 820,28 euros. Marché de désavantage des plomberies à l'espace Mangin, désavantage RBD pollution, 30 000 euros TTC, plomberie Neuboex, 16 257 euros TTC. Les arrêtés divers, 14 arrêtés d'attribution d'aide financière pour acquisition d'un vélo à assistance électrique, indemnité d'assurance, espace Georges Tigréas, vitre cassée par un tiers inconnu, 576 euros reçus de l'assurance, avenue de la Libération, 5 copies en bois percutés par véhicule, 371 reçus de l'assurance, 74 avenue du Poitou-Nord, véhicule contraint et rosier, 302 euros de l'assurance et place de Lourdes, potelets métalliques arrachés, 277 euros reçus de l'assurance. Donc nous allons passer à la question administration générale, personnel, sécurité, partie, environnement, communication, jumelage. Convention cadre Petite Ville de demain valant opération de revitalisation du territoire. Considérant le programme Petite Ville de demain, lancé le 1er octobre 2020 par le ministère de la Cohésion des Territoires, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires en les accompagnant dans le projet dynamique et respectueux de l'environnement. Considérant que ce programme qui soutient la revitalisation du territoire s'adresse en priorité aux communes de moins de 20 000 habitants et exerce une fonction de centralité. Considérant que 3 communes du territoire de la communauté de communes ont été lauréates en 2020, l'individu plus bas les 6 ans, considérant que par délibération du 17 février 2021, le conseil municipal a autorisé à signer la convention d'adhésion au programme avec M. le préfet, les communes du territoire retenues plus bas les 6 ans et la communauté de communes du pays de l'individu. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 17 mai 2022, validant le principe de mise en place d'une convention cadre de l'OFT entre la communauté de communes du pays de Londy et les communes de Landivisiau, Plouvor et Cézanne, considérant que l'OFT est un outil créé en novembre 2018 par la loi Élan, la mission de porter et de mettre en œuvre un projet de territoire pour les collectivités locales. Considérant que la convention cadre de demain va en opération de revitalisation du territoire détermine la durée de l'opération, le secteur d'intervention comprenant obligatoirement le chantier de la vie principale, le contenu, le calendrier des actions prévues et les actions dans le secteur d'intervention de l'unité, le plan de financement de l'action planifiée, la gouvernance du dispositif. Il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention cadre du but de demain, valant opération de revitalisation du territoire avec M. le préfet, les communes du territoire retenues plus bas en précisant et la communauté de communes du pays de l'Andivisie. Y a-t-il des questions? Donc je mets au voix. Non, je ne remarque pas parce que je travaille. Alors, en commission aménagement urbain avec M. Maury, le sujet de cette opération n'a pas été abordé et Gilbert Andec m'a également confirmé que dans votre commission, ça n'avait pas été abordé également. Donc nous déplorons la non-présentation et le manque d'échange sur tous les projets en commission. Cette convention est proposée au vote juste pour donner l'autorisation à Madame le maire de signer cette convention, mais finalement il n'y a pas de vote sur le fond ni le contenu. Nous avons en outre découvert le plan d'action et leur financement. On peut noter que pour certaines actions... Je demande simplement l'autoriser à signer la convention. Je ne demande rien de plus. Oui, mais dans la convention, il y C'est a un quand même des fiches... engagé depuis 2020. 2021, pardon. Oui, mais dans l'ORT, il y a quand même tout un plan d'action. Donc certaines, le financement est indiqué. Pour d'autres, le plan de financement est partiel, voire inexistant. Alors vous avez D'autre part, la durée de la convention est donc à la date de la signature jusqu'à fin 2026.
Nous La avons durée de étudié, la convention va jusqu'à la fin de la mandature actuelle. oui c'est ça, donc jusqu'à 2026. Nous avons étudié la liste des actions non matures que vous donnez qui sont indiquées en annexe 2. Aucun calendrier n'est notifié pour les mettre en œuvre d'ici à la fin 2026. Aucune priorité n'a été discutée en commission. Nous sommes assez circonspects, d'autant qu'en page 35, paragraphe 6, il est quand même précisé qu'il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l'appartenance à la dynamique de transformation du territoire en mobilisant, écoutant et favorisant la participation des usagers et des acteurs socio-économiques. Il est précisé également, je cite, d'associer les partenaires et les acteurs aux actions de transformation avec une attention particulière à la facilitation du projet collectif. Donc la question qu'on pouvait vous poser, c'est comment avez-vous procédé justement pour récolter toutes ces informations vis-à-vis des partenaires, des commerçants, des associations, et comment cette participation des habitants sera envisagée dans le futur? De toute façon, il y aura une commission informative qui sera organisée au cours du mois d'octobre, qui va réunir les commissions économie et projet urbain, où toutes ces actions-là pourront être discutées. C'est prévu, de toute façon. Je pense intéressant de la faire. Et il y aura aussi la commission commerce et artisanat. Donc il y aura ces trois commissions qui seront réunies justement pour discuter tout ça. D'accord, donc ça avec les élus, concernant les citoyens, les commerçants, les entreprises. Qu'est-ce qui est envisagé? Les commerçants, on a déjà un représentant des commerçants qui est là. Les commerçants. C'est l'adjoint, c'est pas le il est quand même commerçant. Avant toute chose. Il y a le commerce. Il y a beaucoup de commerçants qui viennent le voir. Et donc, nous pouvons prendre comme exemple le complexe sportif de Tienevez, pour lequel les différentes associations ont reçu un courrier fin juin leur demandant d'exprimer leurs besoins pour fin septembre, il me semble. Nous n'avons pas encore reçu la réponse. Elles nous ont contacté et donc elles nous disaient qu'elles auraient quand même préféré, au lieu de recevoir un courrier, en fait sans aucune réunion préalable, elles auraient préféré une réunion de travail y associant les acteurs concernés autour d'une table, notamment toutes les associations qui sont utilisatrices du complexe. Alors ça, c'est prévu après que nous ayons leur fiche de poste. Et il y aura un représentant de chaque association. Donc ça c'est prévu à quel moment? Ce sera une fois qu'on aura reçu, on attend fin septembre, ce sera pour octobre. D'accord, très bien. Et ça, on leur a déjà dit de toute façon, et ça n'a rien à voir avec Petite Ville. Avec cette convention, ça n'a rien à voir. Non, Ce que vous voulez non. dire. Écoutez, il y a une fiche. Oui, mais c'est pas l'axe qui a été choisi par la ville de l'Andivisio. Ça fait partie des actions qui sont listées. Tienevez se trouve bien sur l'Andivisio. Oui, mais l'action principale de l'ORT, c'était autour du schéma d'aménagement. Vous n'avez pas lu le dossier? J'ai lu les 99 pages de la chef, et je pense qu'on n'a pas dû lire le même document. Ça, je trouve ça assez surprenant. Bien sûr. Donc, écoutez, vous allez peut-être quand même autoriser à signer la convention cadre. Donc, on va qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers assimilés, de l'article D 2224.3 du Code général de l'activité territoriale, qui précise que le conseil municipal de chaque commune adhérent à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets ménagers et assimilés tel qu'annexé. Monsieur Medel, vous avez posé une question, je pense que vous avez eu votre réponse. Donc, je vous demande simplement de prendre acte. Donc, nous allons passer au troisième point, l'examen d'une demande de prêt d'honneur aux étudiants. Vu la délibération en date du 11 décembre 2009 instituant la commission de prêt d'honneur aux étudiants, on prend acte. On n'a pas de temps. Écoutez-moi quand je parle, madame Martineau, je viens de deux fois déjà. C'est marqué sur le papier, excusez-moi. Non,
de prendre. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de comprend A. Il n'y a pas de vote. Examen d'une demande de prêt d'honneur aux étudiants. Vu la délibération en date du 11 décembre 2009 instituant l'attribution des prêts d'honneur aux étudiants et fixant les critères d'attribution, et la demande de prêt d'honneur reçue en mairie le 30 août 2022, considérant que ce dossier répond aux critères fixés par délibération en date du 11 décembre 2009, il est proposé au conseil municipal d'accorder un prêt d'honneur de 1 500 € à l'étudiant domicilié à l'Andivisée. Il n'y a pas eu d'observation à la commission étant donné que tous les critères étaient respectés. Donc je mets aux voix qui s'abstient, qui est pour, unanimité municipale. Le lycée du Lyon, la subvention exceptionnelle pour déplacement sportif. Vu la délibération en date du 9 juillet 2004 fixant des critères d'attribution de subventions de l'association et établissement scolaire dans le cadre de participation sportive aux compétitions nationales. 40 € par déplacement, majoration de 10 € par poste. Vu la délibération numéro 2021-519 du 22 octobre 2021, adoptant le règlement définissant les conditions générales d'attribution, de contrôle et de suivi des subventions municipales, considérant que par courrier en date du 27 juin 2022, le lycée du Lyon a déposé une demande de subvention relative au déplacement de 16 élèves à Agde pour disputer le championnat de France de handball UNSS du 30 mai au 30 juin 2022. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer au lycée du Lyon une subvention de 200 €. Pas d'observation de la commission. Je mets aux voix qui s'abstient, qui est pour. Unanimité. École municipale de musique. Fixation d'un tarif Dolce pour l'année 2022-2023. Considérant la volonté municipale de développer l'offre culturelle en direction de tous les publics, considérant qu'il est proposé d'offrir un cours de musique adapté aux enfants autistes, hyperactifs et atteints de trisomie 21, et ceux de 3 ans et demi selon la méthode Dolce. Considérant que cette méthode est un apprentissage en douceur élaboré en fonction de l'enfant, de ses goûts, de ses envies, de ses compétences. Considérant qu'avec cette méthode, accompagnée par l'intervenante Solène Morellon, professeur de violon, les enfants trouvent un cadre apaisant dans lequel ils peuvent découvrir la musique à leur rythme, s'épanouir et prendre confiance. Considérant la proposition de tarif 2022-2023 pour cette nouvelle méthode, cours individuel de 30 minutes, basé sur les tarifs approuvés par délibération du 23 mai 2022, éveil musical et formation musicale secrète. Donc la proposition de tarif 2022-2023, l'Andivisien, méthode Dolce 113 €, instrument plus méthode Dolce 165 €, commune extérieure méthode Dolce 150 €, instrument plus méthode Dolce 240 €. Il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif méthode Dolce comme ci-dessus, d'appliquer également un taux de dégressivité pour les enfants landivisiens et ceux des communes extérieures inscrits à un cours d'instrument, à l'éveil musical, à la chorale, à la formation musicale et au collage plastique, soit moins 15% pour le deuxième enfant, moins 20% pour le troisième enfant et plus. D'appliquer également la formule plus pour les enfants landivisiens selon le quotient familial, la NSA. Il n'y a pas eu d'observation de la commission. Donc, oui. Juste pour intervenir, en fait, on trouve que c'est vraiment très très bien, effectivement, ce genre de méthode et que ce soit appliqué sur la musique. Cependant, on déplore toujours, effectivement, que les barèmes appliqués soient toujours trop restrictifs et ne permettent pas aux plus démunis, aux plus modestes, d'accéder à ce genre de culture. Donc voilà, c'est pas dommage. Pour autant, la méthode est très bien. Alors, pour votre information, il y a déjà 9 enfants qui sont inscrits. C'est bien. 6 landivisiens et 3 enfants extérieurs de l'Andivisien. Donc je vais les mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport d'observation effectif de la Chambre régionale des comptes sur l'examen des comptes de la gestion de la ville de l'Andivisée sur l'exercice 2016 et suivant. Par courrier de notification en date du 22 juin 2021, la Chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune à compter de l'exercice 2016 jusqu'à la période la plus récente.
Ce contrôle a été mené selon la procédure du Code des juridictions financières, articles L. 211, 3 et L. Par courrier adressé à l'ordonnateur le 18 août 2022, la Chambre régionale des comptes a notifié le rapport d'observation définitif arrêté en séance le 6 juillet 2022. Il est rappelé que l'article L. 243-6 du Code des juridictions financières dispose que le rapport d'observation définitif est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante. Il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et va mener un débat. Ainsi, conformément au texte en vigueur, seule l'assemblée délibérante a compétence pour prendre acte de la commission du rapport d'observation définitif par le maire et la tenue d'un débat. Donc, je vais vous donner mon intervention de la fin de la commission. Durant tout le second semestre de l'année 2021 et le premier semestre 2022, la Chambre régionale des comptes effectue un contrôle sur pièce et sur place des activités de notre collectivité. Comme le prévoit la réglementation, chacun d'entre vous a une communication de rapport définitif que la Chambre nous a adressé au terme de ses investigations. Ce contrôle, effectué en application du Code des juridictions financières, a consisté à apprécier de manière indépendante, objective et documentée la régularité des actes de gestion de la commune et l'efficacité des actions publiques. Avant d'échanger sur les points que vous jugerez utiles d'aborder, je vais vous souligner en premier lieu le travail des services municipaux qui se sont rendus prioritairement disponibles pour rechercher, pour préparer et fournir toutes les pièces et documents avec la plus grande célérité. Sur la base des 646 documents produits par la ville, la Chambre a formulé 5 recommandations relevant de 2 thématiques principales. Je souhaite revenir sur ces recommandations. Première thématique, les ressources humaines. Recommandation numéro 2, mettre à jour le document unique d'évaluation des ressources professionnelles et le programme annuel de prévention. Il me paraît utile de faire remarquer que l'année 2020 a été marquée par le renouvellement des conseils municipaux et par la crise sanitaire. Ce contexte a en effet conduit la collectivité à s'adapter sans être en mesure de pouvoir satisfaire à toutes les échéances ordinaires, telles que la mise à jour formelle du document unique. Il n'en reste pas moins que durant cette période, la commune employeur n'est pas restée inactive sur le champ de la sécurité au travail. Sur ce point, la ville a toujours eu à cœur de consacrer des enveloppes budgétaires non négligeables. Entre 2019 et 2021, 100 000 € ont été investis en acquisition de matériel et d'équipement et de protection individuelle. En application de l'article L2122-22 du CGCT, la validation du document unique d'évaluation des risques ne pouvant être déléguée par le conseil municipal au maire, je m'engage à le présenter au CHSCT avant les élections professionnelles du 8 décembre 2022 et à l'issue le soumettre au vote du conseil municipal. Excusez-moi, un peu de minutes. La deuxième thématique, la fiabilité des comptes. Recommandation numéro 2. Inclure dans le rapport sur les orientations budgétaires un programme pluriannuel d'investissement comportant une prévision précise des dépenses et des recettes, y compris celles de fonctionnement. Comment appréhender le sens de cette recommandation? Notre expérience d'élus locaux nous permet d'affirmer qu'au stade de l'élaboration d'un rapport sur les orientations budgétaires, un programme pluriannuel d'investissement comportant une prévision précise des dépenses et des recettes est difficilement possible, et ce pour diverses raisons. Les informations relatives aux produits de la fiscalité ainsi qu'aux différentes dotations de l'État ne nous parviennent malheureusement que très tardivement, parfois même après la date limite du vote du budget, rendant improbable la possibilité de tenir un débat sur des recettes précises dans les 2 mois précédant le budget. La collectivité n'a pas connaissance des modalités qui seront mises en œuvre pour répartir les 10 milliards d'économies prévues pour les collectivités sur le prochain quinquennat. Les incertitudes devant lesquelles est placée notre collectivité ne peut que nous inviter à la prudence quant à la précision des chiffres présentés dans les rapports sur les orientations budgétaires. Ceci étant, il m'appartient en tant qu'exécutif local de fiabiliser autant que faire se peut
les données de prospective. Pour cette raison, étant donné les réformes fiscales en cours, la collectivité a consulté 3 cabinets conseils spécialisés sur ce thème et la restitution de cette étude sera intégrée au prochain rapport. Recommandations numéro 3 et 4. Fiabiliser l'inventaire de la collectivité avec l'état de l'actif tenu par la comptabilité publique et ajuster les durées d'amortissement entre les différents états comptables du tard pour la mise en œuvre de la M57, à savoir au 1er janvier 2024, ainsi qu'améliorer le dispositif en cours de comptabilisation des charges et produits à rattacher à l'exercice en s'appuyant sur l'achèvement du processus de dématérialisation. La Ville reconnaît ses fragilités sur ce point. Afin de pouvoir répondre aux attentes de la Chambre, je vous annonce le recrutement d'un nouvel agent au service finance-budget pour notamment poursuivre le travail sur l'inventaire, anticiper la mise en œuvre de la M57 et enfin finaliser le processus de dématérialisation de la chaîne financière des engagés. Cette recommandation pourra ainsi être levée au cours de l'exercice 2023. Recommandation numéro 5. Mettre en œuvre une comptabilité de stock pour le budget annexe lotissement de Carigny-Humaine. Cette recommandation a déjà été mise en œuvre, comme vous le savez, lors du vote du budget annexe 2022. Ces écritures de stock apparaîtront donc au compte administratif 2022. Enfin, comme vous avez pu le lire en page 1 du rapport, page intitulée synthèse, la Chambre a formulé 2 observations sur lesquelles je souhaite revenir. La première, une situation financière permet d'envisager l'augmentation des dépenses d'investissement. Pour cette observation, j'ai rappelé à la Chambre qu'entre 2016 et 2020, la Ville a su entreprendre les efforts nécessaires pour reconstituer et préserver les marges de manœuvre. Nul besoin de vous rappeler les prospectives établies par le cabinet KPMG. Le scénario choisi par la collectivité portait la capacité d'investissement à moins de 1 million par an. Grâce à de nombreux efforts de gestion interne et de souhaiter associer les services municipaux à ces efforts, la Ville a su améliorer les tendances projetées. Ce niveau d'épargne a permis jusqu'à aujourd'hui de tenir les engagements pris devant nos concitoyens et surtout de mener une gestion prudente ô combien nécessaire au regard de la situation économique actuelle. En matière d'investissement, la Chambre a retenu dans son rapport un niveau à 11,100 000 € entre 2016 et 2021, alors même qu'il conviendrait de rajouter les opérations annuelles d'entretien de voirie et d'aménagement arrêtées à 3 451 516. Pour mémoire, ces dépenses sont portées sur les opérations suivantes: l'avenue du Clerlogis, la place Jeanne d'Arc, la rue Jeanne d'Arc, la place Lotté, l'avenue de la Libération, la rue Lanne d'Argent ou encore la rue de Pierre-Ruel. Enfin, la deuxième observation de la Chambre porte sur les relations à renforcer avec la communauté de communes. Le constat est là et je partage du point de vue de la Chambre qui montre qu'il n'y a que l'articulation entre les services de la Ville et ceux de la CCPL. Toutefois, il convient de rappeler que depuis de nombreuses années, la commune tente d'opérer des rapprochements. Je souhaite ici nuancer cette observation, compte tenu du travail commun des gens engagés et en cours depuis 2020. Sans être exhaustive, je souhaite rappeler à chacun le travail partenarial réalisé sur des thématiques pour le moins variées: le transfert du PLUIH en ce début d'année, le transfert de la compétence eau et assainissement avancé au 1er janvier 2024, le transfert de la compétence incendie et secours que nous serons amenés à examiner lors d'un prochain conseil, la mise en œuvre du broussement de conforme des défibrillateurs et aujourd'hui le papier, la mise en œuvre du réseau des médiathèques, le groupement d'achat d'électricité avec le SDEF, les opérations Petite Ville de demain qui se concrétisent avec la signature de la convention valant ORT, inscrite également à cette séance, et qui permet de réunir les projets de Landivisieux, Cisa et Coumont. Pour que la concertation puisse se poursuivre et ainsi pour produire ses effets sur le service rendu aux usagers, nous devons mener une réflexion commune avec équité, transparence et méthode. Dans ce cadre, le pacte financier et fiscal de solidarité devra faire l'objet d'une concertation sereine. Plusieurs principes devront guider la formalisation de ce dispositif. Le principe d'équité entre les communes, un traitement juste du contribuable local et la prise en compte des charges de centralité. Je souhaite de tout cœur que les Landivisiennes et les Landivisiens puissent ainsi se faire leur propre opinion sur la gestion de la commune
et ce, en s'appuyant sur ce rapport de contrôle. Un rapport qui ne sanctionne en aucun cas la gestion de la commune, mais qui, dans l'intérêt du service public, attire l'attention des élus locaux sur les marges de progrès possibles. Avant de démarrer le débat sur ce rapport, comme le veut le Code des juridictions financières, je retiendrai que la Chambre régionale des comptes souligne de manière claire la bonne situation financière de notre collectivité. Toutefois, malgré une situation qualifiée de confortable, il m'appartient en tant que première magistrate de prendre des décisions dans l'intérêt du service public, et ce, parfois, dans des situations particulièrement complexes qui s'imposent à la collectivité. Comme vous le savez, la ville, comme toutes les collectivités, doit faire face à une crise énergétique sans précédent. Cette crise qui s'est traduite notamment par une hausse exceptionnelle du coût de l'électricité et du gaz, plus 1,4 million d'euros pour la ville de Landivisiau, doit nous rassembler tous, villes et intercommunalités. Avec pragmatisme et méthode, nous tenterons de préserver nos marges de manœuvre sans pénaliser ce qui donne du sens à l'action publique et qui nous réunit autour de cette table, le service rendu aux citoyens. Dans ce contexte, je vous annonce dès ce soir que la question de la crise énergétique fera l'objet d'un conseil municipal courant novembre. Face à cette urgence, et ce, en complément de toutes les mesures déjà prises par notre conseil municipal, nous travaillerons sur un plan d'action qui, comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, devra permettre une action publique efficace. Oui, nous, élus de proximité, décideurs locaux, devront être des facteurs majeurs dans cette problématique qui dépasse largement les frontières de notre commune. Je vous remercie et vous invite à intervenir sur le sujet inscrit à l'ordre du rapport de la Chambre régionale. Je vous remercie. J'aimerais intervenir. Allez-y. Tout d'abord, nous sommes surpris d'apprendre que la ville de Landivisiau recevait la Chambre régionale des comptes. On n'a pas été averti au préalable. C'est Ce qui est confidentiel, que la Chambre régionale des comptes fait un contrôle. Tout à fait. Pourquoi on le savait au niveau de la CCPL alors? Parce que c'est une... C'est pas confidentiel au niveau de la CCPL. Le procureur qui est venu l'a bien dit à la première réunion où j'étais là. Donc, l'opposition n'a jamais été informée du déroulement de cette évaluation malgré les divers conseils municipaux, compte rendus de municipalités et commissions. Cela ne doit pas être suffisamment important à vos yeux. Non. Vous arrêtez, c'est confidentiel, monsieur Philippot. Non, monsieur. Demandez au procureur de la République, il vous le dira. C'est confidentiel. Écoutez, je suis surpris quand même qu'on le sache. Mais parce qu'il y a eu des fuites ailleurs, mais ici. C'est le président lors de la communauté de communes qui fait les fuites. C'est dommage pour lui qu'il y ait des fuites. C'est confidentiel, c'est confidentiel. Henri Billon a des fuites. Bon, d'accord. Passé le moment de la compréhension, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes de la commune de Landivisiau sur sa gestion 2016-2021 nous est enfin accessible. Ce bilan est complet et précis. Certes, il n'est pas alarmiste, mais pointe de nombreux dysfonctionnements et manquements que nous avons pour la plupart mis en exergue lors des différents conseils municipaux de ce mandat ainsi que les précédents. Malheureusement, nos arguments ont souvent été balayés d'un revers de main par les municipalités et trouvent désormais écho dans ce rapport. Ce que nous dénoncions, la Chambre régionale des comptes l'impose. De nombreuses recommandations dont nous prenons connaissance à la lecture de ce rapport nous éclairent sur les dernières propositions passées en conseil. La gestion des personnels avec le RIC7, l'IHTS, le tableau des emplois. Nous pensions mettre cela au crédit d'une mise volontaire en conformité avec la législation de votre part, alors que ce sont des points pour lesquels la CRC vous impose de vous mettre en conformité avec la loi. Le chemin à parcourir est encore long. En ce qui concerne la gestion comptable, il est demandé de mettre en place un suivi plus précis du patrimoine, l'exhaustivité des rattachements à l'exercice et une comptabilisation complète des provisions. La situation financière met en exergue une capacité d'autofinancement évolutive et très confortable, bien au-dessus des villes de même strate. Cependant, elle pointe aussi une gestion de la dette frileuse malgré les recettes fiscales croissantes, aucune action menée sur certains emprunts compte tenu de fortes pénalités actuarielles, un fonds de roulement qui a augmenté de 349% depuis 2016, un sous-investissement flagrant malgré les recommandations du cabinet KPMG depuis fin 2014. C'est texto ce qui est dans le texte, j'en entends rien. Ce cabinet proposait alors trois solutions.
Continuer à investir plus que de raison comme le mandat 2008-2014. Continuer à investir modérément en bon père de famille ou fermer les robinets. La solution la pire a été choisie et donc plus d'investissement. La CRC précise très clairement qu'entre 2016 et 2020, la commune dispose de larges marges de manœuvre qui ne justifient pas le sous-investissement observé. La question de l'opportunité du prélèvement fiscal peut même se poser au regard de la trésorerie accumulée. Désormais, au regard des infrastructures municipales délabrées ou inexistantes, les investissements sont inévitables alors que les taux d'intérêt remontent en flèche et que les coûts de construction flambent. Cela coûtera donc bien plus cher aux Landivisiens. Les arguments apportés par la municipalité, à savoir un début de mandat pour planifier et les 2/3 restants pour la réalisation effective, ont été facilement démontés puis rejetés par la Chambre régionale des comptes. Malgré la recommandation émise dans le précédent rapport de 2012 et la formation dispensée au personnel, faute de moyens alloués, le rattachement des charges et des produits à l'exercice reste non exhaustif. Nous apprenons que vous prévoyez 2 recrutements pour finaliser ce travail fin 2003, avant le changement des règles comptables. Là, vous nous annoncez un recrutement. C'est 2 dans le rapport. La CRC ajoute « Les opérations liées à la journée complémentaire ne sont pas émises au 31 décembre de l'année, mais en date réelle du jour, ce qui contrevient à la règle comptable. La justification de la contrainte technique n'est donc pas recevable. » C'est la recommandation numéro 4. Bien que la trésorerie conséquente, les provisions sont aussi mal évaluées et se révèlent insuffisantes. À chaque présentation du budget primitif, nous sommes intervenus sur le plan pluriannuel d'investissement pour dénoncer le caractère volontairement non exhaustif et le manque de transparence concernant l'avancement au regard du coût prévisionnel total et la mise en lien des modes de financement. Il est rassurant de constater qu'à travers la recommandation numéro 2, la CRC tient le même discours. En ce qui concerne le budget annexe d'eau potable, 2 faiblesses sont relevées et pas des moindres. Un sous-investissement entre 2017 et 2019, malgré une augmentation du prix de facturation et la dégradation des indicateurs de qualité de l'eau. Il est également mentionné que le prix de l'eau est supérieur à celui de la moyenne régionale. C'est écrit. Je vais vous répondre là-dessus. C'est écrit ce morceau. Je n'ai pas fini, on prendra le droit, c'est un débat. Au niveau des enjeux prospectifs, le cadre prospectif est prudent et particulièrement favorable. Cependant, les taux d'imposition sur le foncier bâti et non bâti, bien qu'inchangés sur la période, sont particulièrement importants et déjà supérieurs de 20% à la moyenne des communes. Bien que l'attente sur les nouvelles recettes fiscales soit importante, la CIM, oui, et puis la centrale notamment, pour 0,6 millions d'euros par an au-delà des estimations que vous aviez initialement, celle-ci ne prend absolument pas en compte la mise en place d'un pacte financier avec la CCPL, comme évoqué lors de la présentation du diagnostic mardi dernier à ses membres. Est-ce d'ailleurs envisagé? Je parle du pacte financier. Vous avez d'abord la réponse? Non. Tous ces indicateurs sont révélateurs d'une gestion bien trop approximative, et ce depuis trop longtemps. Malgré ces diverses recommandations, nous ne sommes pas rassurés, car comme le pointe la Chambre, à Landivisiau est mise en place une organisation pour le moins atypique des services de la collectivité, ainsi qu'en témoigne le rattachement récent du service des finances et du budget à une direction à dominante technique. L'hyperconcentration décisionnelle est de mise et semble être le seul mode de management connu par l'équipe municipale à Landivisiau. Tout ceci démontre une gestion au coup par coup, non planifiée et dans l'urgence. Gérer c'est prévoir, mais cet adage ne peut pas être applicable à Landivisiau. Les relations avec la communauté de communes sont sporadiques, uniquement guidées par les obligations et échéances de la loi ALUR, bien en deçà de ce qu'elles pourraient être, devraient être. Madame le maire met en avant donc les charges de centralité de Landivisiau, telles que les infrastructures scolaires, sportives, associatives, culturelles, caritatives, les diverses subventions versées, etc. Certes, la commune ne dispose pas de procédure d'évaluation lui permettant d'estimer et de calculer ses charges de centralité. Cependant, nous pensons que ce calcul et cette vision unilatérale n'a aucun sens. Combien d'équipes de sport ne seraient pas complètes sans les joueurs des autres communes? Toutes ces personnes ne viennent-elles pas aussi faire leurs courses dans les commerces landivisiens? Aurions-nous une navette de la gare sans les autres communes? Y aurait-il autant d'associations sans les autres communes? Aurions-nous le même programme culturel? Bref, tout ceci est d'un autre temps. Non seulement la division et l'individualisme n'ont jamais rien apporté de bon, mais il est plus que temps que l'équipe majoritaire de Landivisiau comprenne que seule la mutualisation nous permettra d'avancer.
Imaginez un couple où l'un des deux gagne bien plus que l'autre, le mieux rémunéré serait donc le seul à en profiter et à avoir des loisirs. Il demandera donc des compensations à l'autre. Cette vision est effrayante. La CRC souligne à plusieurs reprises le fait que Madame le maire, qui est aussi vice-présidente de la CCPL en charge du budget et de la prospective, se doit être le moteur de la mutualisation. Mardi dernier avait lieu la présentation du diagnostic financier et les implications en termes de construction d'impact financier au sein de la CCPL. Démonstration nous a été faite que la CCPL était bonne dernière de toutes les communautés de communes du Finistère et que cette position pâtissait gravement sur le manque de recettes communautaires et grèvait gravement les petites communes. C'est plus d'un quart des communes qui ne seront plus en mesure de présenter un budget pour les années à venir. Il est grand temps de réagir et d'agir enfin. Alors, je pense, M. Philippot, que vous avez eu une grande partie des réponses à votre intervention dans le discours de Mme le maire. Le pacte fiscal et financier est en route. Nous avons également pris un prestataire, comme Mme le maire l'a annoncé, et il s'avère que c'est la même personne qui a été retenue, à savoir M. Pelé. Donc vous voyez bien que la ville est en phase avec la communauté de communes pour préparer ce pacte. Mardi dernier, en effet, il y avait un diagnostic qui a été travaillé avec toutes les communes, et à ce titre, la ville de Landivisio a été reçue à la communauté de communes avec M. Pelé. Il a pu analyser tous les chiffres clés de la commune de Landivisio, comme dans les autres communes. Le diagnostic étant fait, fin octobre, une fois qu'il aura eu le temps, il l'a dit lui-même, M. Pelé, de bien analyser le projet de loi de finances 2023, puisqu'on ne connaît pas précisément les impacts sur les collectivités derrière le travail se mettre en route avec la communauté de communes pour ce pacte fiscal. C'est très bien, mais ce travail justement d'échange et de valorisation entre guillemets de la centralité a déjà été échaudé. En 2015, il y a déjà eu un travail qui a été mené justement pour réaliser un pacte financier et qui a échoué. En 2015, le pacte financier, c'est ce mandat-ci qui a été mis en place. Bah écoutez, c'est pourtant ce que j'ai vu dans le rapport. Il n'y a pas eu de pacte financier. Ah non, il n'y a pas eu, on est d'accord. Non, mais il y a déjà eu une proposition. Aujourd'hui, l'impact sur les petites communes n'aura lieu que dès lors que les futures taxes foncières sur les gros outils industriels apparaîtront. Oui, Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il n'empêche qu'on est C'est quand pour ça même. que le travail va se faire là en fin d'année. Il n'empêche qu'on est quand même en bonne dernière position et loin derrière encore en plus de toutes les communautés de communes du Finistère pour sa partie mutualisation. Et ce travail aurait dû être entamé depuis bien longtemps. Vous mettez en avant tout un tas de choses effectivement qui là pour le coup avancent. Mais avancent pourquoi? Parce que c'est des échéances obligatoires au niveau de la loi. On a des échéances obligatoires pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est du PLUH. S'il n'y avait pas ces échéances obligatoires, est-ce qu'on en serait là? Est-ce que ce travail aurait été fait? Mais ce n'était pas forcément une volonté de la CCPL non plus sur la dernière mandature. Alors, je ne crie pas, haro sur la ville de Landivisio par rapport à ce refus de mutualisation. Je sais très bien qu'il y a aussi bon nombre de petites communes qui étaient rattachées, attachées plutôt à leurs prérogatives, à leurs terres et tout ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est absolument dramatique. On ne peut pas construire quelque chose dans un paysage tel que celui-ci, c'est pas possible. Donc il y a un travail qui est colossal qui est remonté, et on l'a vu mardi dernier lors de la réunion, très clairement, on a un manque financier qui est énorme, et qu'on aurait pu avoir si cette mutualisation avait été faite bien avant. Donc, moi j'entends dire effectivement Henri Bion qui disait on ne regarde pas dans le rétroviseur. Ben non, je suis désolé, moi je regarde dans le rétroviseur pour dire il y a plein d'erreurs qui ont été faites, il faut peut-être pas faire les mêmes quand on va avancer devant. Aujourd'hui, le travail est en marche, sachez-le, et que la personne qui va nous accompagner, il s'appelle M. Pelé, c'est la même personne que la CCPL. Tant mieux. Je voulais revenir sur une remarque sur l'eau que vous venez de faire. Et je veux rectifier un petit peu ce que vous venez de dire, parce que je pense que si vous aviez bien lu toutes les pages, vous auriez je les ai lues plusieurs fois. Vous auriez vu qu'il y avait quelques petites erreurs. Il est précisé page 24, et je vous invite à y aller. Le prix de l'eau de Landivisio est supérieur
de 2% à la moyenne régionale. Avec une référente de page numéro 80, la Bretagne à 2,42 euros par mètre cube en 2019. L'annexe 3, tableau 22, précise qu'en 2019, la facture 120 mètres cubes était de 293,15 euros. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Cela revient donc à 2,44 euros par mètre cube, soit plus 0,8% et non 2%. Le magistrat a fait une erreur de calcul. Elle est quand même au-dessus. Je la relève. D'accord. Mais elle est quand même au-dessus. Elle est quand même au-dessus. Mais c'est 0,8%. C'est pas 2%, c'est pas la même chose. Il est également indiqué en conclusion de la page 4, de la partie 4, page 26, toujours sur l'eau, qu'aucune démarche de gestion patrimoniale n'a été engagée jusqu'à maintenant. Et vous venez de le rappeler. Non, 2017-2019. Or, page 23, il est indiqué que la commune s'est engagée dans une démarche de gestion patrimoniale de son réseau. Il y a quand même une contradiction de la Chambre. Permettez-moi de vous l'indiquer. Son indice d'ailleurs de connaissance et de gestion est également indiqué dans le rapport. Il est de 100 sur 120 points, ce qui est excellent. Actuellement, 21, en 2021. Ce qui est excellent. En 2021, on parle de 2017-2019. Voilà. Concernant le sous-investissement pour les travaux en 2019, toujours page 23, c'est vrai, on préparait un gros chantier de renforcement des conduites d'eau de la zone d'activité du Verne, en particulier par rapport à l'arrivée de la Sile, qui a mobilisé tous les investissements pour l'année 2020-2021. C'est donc pour cela qu'en 2019, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. C'est uniquement pour cela. Ça a été finalisé 2020, 374 000, 2021, 189 000. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'investissement en 2019. Il est noté à la page 23, et vous l'avez rappelé également, une dégradation des indicateurs de la qualité sur la période. Alors que le prix de la facturation, le rendement de réseau s'est dégradé une année, en 2017, du fait du renouvellement du réseau et des branchements rue Pierre Loti, Théodore Botrel, excusez-moi. Il s'est dégradé uniquement en 2020 comme il a été en 89, sinon il aurait été à 89%, à 90%. Il y a une année où l'indicateur a été dégradé. Il est important de rappeler quand même que 2020 a été marqué par la crise sanitaire et que notre exploitant, opérateur d'importance vitale, a suspendu toute recherche et toute réparation de fuite qui se fait normalement de manière permanente afin de réorganiser tous ces services qui étaient eux aussi touchés par la crise Covid et d'assurer la continuité des services publics de l'eau. Ces indicateurs fortement sensibles au volume de purge des réseaux dans le cadre des opérations de raccordement des réseaux neufs, volume de purge eux-mêmes proportionnel au diamètre des canalisations installées. 300, la canalisation du Verne. Donc vous voyez, il y a toute une série d'analyses dans le rapport de la CRC qui n'est pas tout à fait correcte et que je me permets de rectifier le tir par rapport à la réalité de la chose. Il est quand même surprenant que dans la réponse du rapport définitif, ils ne tiennent pas compte de ces arguments-là que vous avez certainement évoqués. Mais ce sont leurs propres contradictions, madame. Leurs contradictions, je veux bien, mais quand le rapport dit dans il y a des échanges entre vous. Non, mais quand le rapport dit dans une page que l'augmentation est de 2%, alors que dans la page précédente c'est 0,8, je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai écrit, le rapport, c'est le magistrat. J'entends bien, mais pour autant, il y a eu des contrôles sur place ici au niveau de la collectivité. Il y a eu après des échanges réguliers entre services, la Chambre des comptes et vous. Donc c'est surprenant quelque peu, même si on entend bien le problème de la SOR qui avait déjà été signalé auparavant, que vous nous l'aviez indiqué, qu'on peut comprendre et qui est valable pour les autres aussi. Mais pour autant, je trouve que trop facilement, vous êtes en train de dire qu'il y a des erreurs dans le rapport qui est définitif, tout en sachant qu'il y a eu des échanges entre vous, de multiples échanges, de courriers, de documents. Donc, je peux terminer, merci.
Donc je trouve normal de le signaler. C'est un peu facile de dire que c'est seulement votre version que vous dites maintenant qui est valable, puisque derrière on a un rapport définitif qui est censé intégrer tout ça. On a affaire à des hauts magistrats professionnels qui savent de quoi ils parlent. D'autre part, je voulais illustrer par un exemple précis. Quand on parle du plan pluriannuel d'investissement, on avait depuis longtemps relevé qu'il y avait des soucis à ce niveau-là, puisque vous ne donniez pas suffisamment d'éléments. Quand on est amené à devoir étudier au moment des budgets, des comptes administratifs, les éléments, on se rend compte qu'il manque quand même plusieurs éléments et qu'on n'arrive pas toujours à retomber sur nos pieds. Et on avait même souligné des fois des erreurs, des contradictions. On nous faisait croire que c'était nous, mais je suis désolée, malheureusement, c'est pas le cas. Donc toujours est-il que quand on n'a pas de détails, et d'ailleurs c'est mis en avant clairement dans la page 13 du document, je vous lis, que depuis 2019, le PPI permet de suivre les grands projets structurants par le biais d'un code opération. Il conviendrait que le PPI détaille davantage l'avancement de son programme au regard du coût prévisionnel total et précise les modes de financement, puisque les ressources, autofinancement, emprunts, dotations et subventions n'y figurent pas. En conclusion, recommandation numéro 2, inclure dans le rapport sur les orientations budgétaires un programme pluriannuel d'investissement comportant une prévision précise des dépenses et les recettes, y compris celles de fonctionnement. Je veux exactement donner un exemple précis qui va bien montrer le fait que quelque part, c'est assez aberrant de constater que l'année dernière, je précise bien, c'était au budget de 2021, il y a eu une réunion par vous, Monsieur Saliou, en tant que responsable de la commission Finances-Travaux, qui exposait les budgets et les comptes administratifs. Et derrière, j'avais posé des questions comme d'autres sur l'état d'avancement des investissements. On n'avait eu aucune réponse. Qui plus est, le conseil municipal délibérant sur les budgets et les comptes administratifs a eu lieu dans la foulée, et la réunion permettant d'expliquer l'avancement des projets d'investissement qui est lourd de conséquences pour une commune, a eu lieu plusieurs semaines après. Excusez-moi, c'est totalement aberrant. Alors qui plus est, quand on parle de la cascade de l'organisation très surprenante de la ville de Landivisiau, qui fait qu'on a mis sous votre chapeau à la fois les finances ainsi que les travaux, et qui se retrouvent rarement ailleurs. Bon, après, pourquoi pas, mais en même temps, ça me semble pas cohérent, tout simplement parce que les finances et les budgets relèvent de tous les services de la commune. Donc, je considère que c'est pas justifié. Mais quand on est dans la situation où on fait voter les budgets et les comptes dans une première réunion et plusieurs semaines après, on a seulement l'état d'avancement, comment voulez-vous qu'on puisse nous analyser et donner une information correcte, tant aux élus ici qu'à la population? C'est pas cohérent. Voilà. Vous avez quand même vu, Madame Offret, que c'était également écrit dans le rapport que le ROB était parfaitement documenté. Hein, vous l'avez lu? C'est dommage que vous... D'un point de vue formel, puisque s'il n'y a pas de détails de fond, donc racontez pas n'importe quoi. On parle de la forme, Monsieur Saliou, et Madame Offret, pas du fond. Madame le maire nous a bien indiqué que souvent les services de l'État avaient beaucoup de mal. Comment voulez-vous faire un budget de fonctionnement si vous n'avez pas toutes les données de l'État concernant la fiscalité? Hein? Je n'ai pas remis dans mon propos en cause ça. Donc n'ajoutez pas des choses que je n'ai pas dites. C'est toute la difficulté. Ça, je comprends fort bien. C'est toute la difficulté de faire un budget primitif. Hein, et il arrive même au 15 avril d'être obligé de présenter un budget et de ne pas avoir les retours de l'État. C'est vrai. Comment voulez-vous, comme dit le haut magistrat, pouvoir être précis alors que l'État lui-même ne donne pas les données? Comment voulez-vous être précis? Vous ne répondez pas à la question sur le fait que vous analysez les éléments financiers d'un côté et que vous faites un retour d'information sur l'état d'avancement des investissements après coup, une fois qu'on a voté en conseil municipal. C'est pas logique. L'état d'avancement de l'investissement, on le fait 2 fois à l'année à peu près, Madame Offret. Non. Je ne vais pas faire l'état d'avancement de C'est pas vrai. l'investissement sur le premier trimestre. Quand on doit voter les budgets et les comptes, on doit savoir où on en est. Et c'est terrible qu'à chaque fois, mais depuis toujours, puisque c'était le cas des mandats précédents, on soit amené à devoir interroger, poser des questions. Ça devrait être automatique, c'est tout. Mais quand même, Madame Offret, vous avez les restes à réaliser du budget précédent. Donc ça ne suffit pas. Il y a une différence entre les éléments financiers, chiffrés, et les éléments techniques sur le terrain. C'est très important. Je pense que certains ici sont bien placés pour savoir ce qu'il en est. On comprend de quoi on parle. C'est ça le
rôle des restes à réaliser quand Non mais on a un budget. c'est largement insuffisant. Attendez, monsieur Saliou, vous vous moquez de nous là. C'est pas suffisant, mais non, enfin. Demandez à une entreprise si elle fonctionne comme ça, vous n'allez pas être déçu. Hein. Voilà, vous connaissez la définition du reste à réaliser. C'est ce qui n'a pas été réalisé sur Non mais oui, et ça ne donne pas un état de l'avancement d'un chantier. Voilà, non, bien sûr que non. Et bien si vous gérez comme ça vos finances, merci. Hein. Pas du tout. Non. Ça donne quand même une grande ligne de l'avancement. Non, pas du tout, c'est pas vrai, vous savez très bien. Bon. On n'a pas pour habitude de payer les factures quand le chantier n'avance pas. Donc, l'argent Ça n'a qui a été rien à dépensé voir avec ça. L'argent qui a été dépensé avec Ouais, ça n'a rien à voir avec ça. Ça fait aussi plusieurs mois qu'on vous réclame le document qui avait été diffusé en commission travaux finances, puisque vous donniez, en faisant croire que c'était un document interne de la collectivité, par détail des différentes dépenses pour tout type de travaux sur la ville. Auparavant, on le recevait chaque année, et maintenant, depuis quelques mois, on ne le reçoit plus. Tous les élus sont en droit d'avoir l'information. Ce n'est pas à nous de venir à la pêche aux informations pour tout consulter sur place. Vous étiez à la réunion informatique, madame. Avant, on l'avait, ce document, tous les élus l'avaient en leur possession. Et tout d'un coup, vous ne le donnez plus. Pourquoi ? Donc, c'est quoi ce manque d'information ? Et c'est pointé, Concernant l'organisation atypique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas opérationnelle, rassurez-vous. Non, elle est centralisée. Très centralisée. Ouais. Je ne crois pas. Ben si, bien sûr, bien sûr. Si, ben bien sûr que si. Si, bien sûr. Vous le savez très bien. Madame Martineau, vous avez J'avais quelques questions. Alors, j'ai pas écrit un document et donc je vais simplement avoir un certain nombre de questions, d'observations. Tout d'abord, donc sur la partie ressources humaines, on a parlé de l'organisation atypique dans le service entre le budget et les services techniques. J'adhère tout à fait à cette observation. Je pense que c'est pas pour vous, M. Saliou, mais sur le niveau technique, je pense que ces métiers doivent être, à mon avis, séparés. Ensuite, concernant les effectifs, alors c'est une observation que je vais faire également. Il est demandé d'avoir un support budgétaire faisant figurer les postes qui ne sont pas vacants. Je pense que vous allez le faire, on a eu l'occasion d'en discuter. Concernant le régime indemnitaire, sur la prime de fin d'année, il est indiqué que le conseil municipal a supprimé cette prime par délibération du 23 mai 2022. Ça m'étonne un peu parce qu'il me semble que c'est toujours en vigueur. Je n'ai pas compris votre question. La prime de fin d'année pour le personnel, Oui, a été supprimée. En fait, la prime de fin d'année dans l'appellation, en effet, est interdite. Dans l'appellation. Voilà. Dans l'appellation. Ouais. D'accord. Non, Non, parce que c'est indiqué, là, le conseil municipal a supprimé cette prime par délibération du 23 mai 2022. Elle n'a pas été supprimée, elle a été juste Voilà, c'est le nom qui a changé de début. Oui, ça serait bien de le préciser. il fallait supprimer la Il prime. fallait que ce soit comme ça. Oui, donc c'est une question de terminologie, mais quand on relit ça, on a l'impression qu'on a supprimé. Non, la prime. Voilà. Bien sûr que oui. L'évaluation des risques professionnels, on en a parlé. Oui, alors la mutualisation des services financiers au niveau de la communauté de communes, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, puisque c'est préconisé? Aujourd'hui, de... on n'en est pas là au niveau de la mutualisation d'un service comptable. La ville dispose d'un service comptable qu'on est en train de renforcer, et je pense que le service comptable de la CCPL a suffisamment également à faire en termes de gestion comptable de la CCPL. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Non, c'est parce que c'était préconisé, c'est pour ça que je pose la question. Je suis pas sûr que ce soit. C'est l'exemple type, moi j'adhère complètement, c'est l'exemple type de choses qui pourraient être totalement mutualisées. Pourquoi renforcer les moyens au niveau de la ville et encore de s'individualiser, enfin de rester dans son chez-soi, plutôt que de léguer ce genre de choses. La comptabilité, c'est de la comptabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de bureau d'expertise comptable. Aujourd'hui, M. Philippot, je ne crois pas savoir, il n'y a aucune commune qui a mutualisé avec la communauté de communes
au niveau de sa comptabilité. Aucune. Les comités de communes. Les communes de notre Ah, commune. oui, non, mais il y a Ah, aucune. non, mais attendez. Et ailleurs non plus, c'est quelque chose. Non, mais Aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple concret dans les collectivités du département. bah si. Si. Dis-moi où. Dis-moi où. Non, mais Non, mais attendez, Non, il n'y en a pas. si la chambre régionale des comptes met ça en avant, ça veut dire que ça existe par endroit. Je n'ai pas de nom précis à vous donner, mais je sais que ça existe. N'allez pas dire que ça n'existe pas, ça existe dis-moi. ailleurs en France. Dis-moi où. Ben, on cherchera, on trouvera, vous inquiétez pas. dis-moi. Parce que ça existe. Vous n'imaginez pas les magistrats aller mettre ça en avant si ça n'existe pas. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Après, je dis pas que c'est pas simple, hein, je suis entièrement d'accord, mais de là à dire que ça n'existe pas, n'allez pas raconter n'importe quoi. Ça me fait penser à un autre point. Je n'ai aucun exemple. Ça me fait. Évidemment, c'est tellement plus simple. Après, autre élément à quoi je pense, c'est le fait que vous soyez les seuls à ne pas avoir voulu mutualiser tout ce qui concerne l'urbanisme, le droit des sols. Pourquoi vous continuez oui, monsieur. Je pas pour longtemps, je vais également relever la question du rattachement des charges à l'exercice, et notamment des questions du droit des loyers concernant l'eau potable, où donc il y avait des retards dans le versement du loyer, et donc ce n'était pas raccordé à l'exercice en question. Non. Ce qui est marqué dans le rapport, c'est en fait que Le décalage. le décalage. Oui. Alors, je crois que M. Ropsis a une réponse très précise là-dessus. Je ne me rappelle plus la réponse qu'il m'avait faite, mais il pourrait vous répondre là-dessus. M. Ropsis. C'est un décalage de reversement de TVA sur les contrats de DSP par rapport à la collectivité. La remarque a été faite au délégataire. C'était les loyers. Il n'y a pas de loyer dans le délégataire. La salle, c'est dans la phrase, je ne connais pas de loyer dans la. Vous me parlez d'eau potable, monsieur le directeur? Oui. Donc je ne connais pas de loyer en eau potable. Bon. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je ne sais pas. C'est la redevance, enfin c'est le. La perception des loyers auprès du Ouais, fermier, il y a c'est pas pas de le décalage. Bah, le terme est inapproprié. Mais vous avez la réponse du coup. C'est sur le reversement de TVA en fait. D'accord. Il y a un décalage avec C'est le la TVA. délégataire et donc la remarque qui a été faite et on essaie de travailler avec sur cette problématique-là. D'accord. Ok. Il y a des dates qui rappellent le reversement de la TVA. Ah ouais, non, mais c'est la TVA, d'accord. Sinon, donc, juste une petite remarque sur des provisions insuffisantes concernant le compte épargne-temps. Alors, c'est un petit détail, mais à mon avis, c'est pas possible que ce soit le même montant chaque année. Hein. On vient de le mettre en place, vous avez dû vous en rendre compte l'année dernière. Dans le budget, il y avait compte rattaché 90 000 €, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est quelque chose qui est mis en place. C'est le même tout. C'est ça Comment qui est signalé. Le même tout. Bah, il évolue en fonction du nombre de jours. Bah, apparemment non. Non. S'il y a des jours qui... Après, ça veut dire qu'il n'a pas évolué. Non, c'est pas possible. Mais non. Bon, enfin, c'est pas grave. Ce que note la CRC, c'est que Il a été mis en place en 2021. Il va évoluer cette année. Ensuite, tout est pratiquement dit. Et donc, sur le prix de l'eau, donc on avait répondu, mais sur le taux d'imposition du foncier bâti et non bâti, on dit donc que les taux sont supérieurs de plus de 20% à ceux de la moyenne des communes. Est-ce que c'est la moyenne des communes de l'Amstrad ou est-ce que c'est la moyenne des communes en général? Dans le rapport qui a été présenté mardi dernier, vous avez bien vu que les taux sur le foncier bâti étaient, à part deux communes, les deux premières communes les plus basses et les deux premières communes les plus hautes, la ville de Landivisiau était dans la moyenne. Un peu plus haute peut-être, mais elle était dans la moyenne, donc de toutes les communes de la communauté de communes. Oui, je lis, donc ils sont supérieurs de plus de 20% à ceux de la moyenne des communes. La question est de savoir de quelles communes. Ouais, des communes de la même strate, non. Je vous dis non d'entrée, parce que les communes de la même strate en général sont plus hautes que celles de Landivisiau. Non, Je l'avais présenté une fois au Rhum, les taux d'imposition des communes, puisque nous sommes, je crois, la 13e commune en nombre d'habitants, et on avait
ça fait 3 ou 4 années, j'avais présenté tous les taux d'imposition du bâti, du foncier bâti, des communes qui étaient autour de la taille de la nôtre. Non, parce que j'avais retenu effectivement qu'on était dans une situation plus favorable que celle qui est écrite là, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas une comparaison entre communes intra-CCPL. On est sur un rapport des comptes donc, qui est comparaison entre les communes de même strate. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez. On est sur les communes de même strate de 5 à 10 000 habitants. Donc c'est une comparaison. Les taux bâtis non bâtis sont des taux de comparaison avec des communes de même strate. C'est ma question. C'était en début, je crois. Pas si sûr, moi je vous le dis, je suis sûr. C'est marqué au début du rapport. Si, Les chiffres sont comparés à des communes de la Bien sûr, évidemment. Et puis j'avais donc une dernière observation parce que j'étais intervenu aussi à ce titre-là, donc concernant les subventions aux associations. Je crois que je n'ai pas là sous la main, sous les yeux, et dit, mais il est demandé qu'il y ait chaque année un règlement d'attribution des subventions et non pas simplement un qui soit valable pour plusieurs années. Mais il est rediscuté, il peut être rediscuté autant que de besoin. Aujourd'hui, il est reconduit à chaque conseil, mais il est soumis au conseil municipal chaque année. Oui, donc il sera rediscuté prochainement. Éventuellement, il pourra être rediscuté, mais dans tous les cas, il est soumis à délibération. Donc, Mais c'est pas ça qu'il demande. Il demande une convention cadre, justement quelque chose, une boîte. Non, mais il y a un document chaque année qui sera revu chaque année, puisque les choses peuvent évoluer. Après, Si c'est on là a que. besoin de le faire évoluer, on le fera évoluer. On le fera évoluer. Jusqu'à présent, on Oui, a mais- besoin de le faire évoluer. Parce que Si justement, vous décidez a priori qu'il ne veut pas évoluer, C'est une décision municipale après. oui. Voilà. Voilà, c'est Moi, je une décision. préférerais que ce soit à l'ordre du jour chaque année, pour qu'on puisse effectivement il va a priori sur le fait de modifier ou pas le modifier. Merci. Moi, je voulais pas- J'avais une petite réponse à pardon. Excusez-moi. Donc moi je voulais constater et surtout le sous-investissement. Je trouve ça assez étrange d'être, c'est pas votre premier mandat, donc ça veut dire que vous connaissiez déjà les comptes de la ville de Landivisiau, la gestion de la ville, et que attendre 2 ans pour préparer des projets, je pense au contraire, vous avez un avantage, une équipe qui n'aurait pas été en place, et les projets auraient dû décoller très rapidement. Donc, je Alors, pense Madame que- Arnaud, je vous arrête tout de suite, justement, c'est là qu'on voit que vous ne connaissez pas comment ça marche au niveau de nos communes. Parce que, exceptionnellement, on a quand même eu la Covid. Rappelez-vous, le début du mandat, il a quand même été un peu compliqué. Ce qui n'a pas empêché les équipes qui étaient en place, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été covidées, de travailler, de faire avancer les. C'est parce que vous répondez dans le Après, rapport, et le excusez-moi, rapport, je vous mettez que c'est Excusez-moi, normal madame d'avoir Arnaud. 2 années de préparation et 4 années pour réaliser les projets. Ah bah, les travaux se font pas du jour au lendemain. Ah bah, je sais bien, mais Il est très difficile, Madame Martineau, il est quand même très difficile de demander aux entreprises de venir travailler en pleine crise Covid, sachant que tout le monde était resté à la maison. Donc il n'y avait pas d'entreprise sur le marché non plus. Donc c'est normal qu'on n'ait pas pu investir en 2020. alors la Cour des comptes est remontée jusqu'à 2016, donc ça fait déjà 4 ans avant les élections. Il parle quand même de sous-investissement de 2016 à 2016. Oui, sauf que dans le rapport, Madame le maire vient de l'annoncer, il a oublié tout l'investissement en voirie qui compte pour 3,6 millions. Il n'a compté que les bâtiments. Il n'a compté que les bâtiments, donc les 11,5 millions qu'il y a dans le rapport, je vous demande de rajouter 3,6 millions d'investissement, ce qui fait 15 millions d'investissement. Je suis surprise que vous n'ayez pas donné cet élément pour qu'il puisse corriger. Mais il les avait, et ils ont tout eu, ils ont eu 700 pages de rapport, madame. Ça reste quand même très faible vu la période. Bien sûr. Alors, il faut Oui, savoir mais une chose. monsieur Philippot, je crois savoir que vous étiez aux affaires en 2015, Tout à et fait. je crois savoir que je vous ai présenté le rapport de KPMG qui donnait une capacité d'investissement de la commune à 900 000 euros, 1 million même. moins d'1 million, moins d'1 million. Et que quand je divise 15 par 6, ça fait plus de 2 millions à ce que je sache, ça fait 2,5 millions. Donc la commune
a su, de par la gestion des services en termes de fonctionnement, a su sortir 2,5 millions d'euros par an en investissement, alors que KPMG ne nous donnait la capacité que de 1 million. Donc on a fait 2 fois et demi ce que KPMG préconisait. Non, je répète, je ne veux pas non plus empiéter sur l'intervention de Mme Martineau, mais KPMG donnait 3 perspectives. Soit on continue à dépenser à tout va comme ça avait été avant, soit effectivement on coupait les robinets, ou soit on continue à investir. Et voilà, vous avez choisi effectivement quand même de couper les robinets. La voirie, c'est du rattrapage. Quand vous me dites effectivement 3,5 millions dans la voirie et autres, c'est du rattrapage. Ça, c'est pas fait en 2015. Ça, c'est des choses, des opérations qui sont beaucoup plus tard. C'est des opérations qui ont été faites sur le dernier mandat, monsieur. Attendez, il a fini en 2020, on parle de 2015 là. Oui, mais c'est là qu'on a fait Plage Jeanne d'Arc, c'est là qu'on a fait rue Jeanne d'Arc, c'est là qu'on a fait Claire Logis, je suis désolé. Bon, et maintenant, je voudrais finir quand même sur le manque d'implication de la ville-centre dans le transfert des compétences à la CCPL. Vous dites dans votre courrier que vous avez adressé à la Chambre régionale et M. Pelé, que vous avez choisi pour l'étude pour l'Andivision, justement, a évalué cette perte à 1 million depuis 2009. Donc ça veut dire que la CCPL, à cause d'un manque d'intégration, de volonté des élus qui s'attachaient bien à leurs petits précarés, à leurs petits syndicats, à leurs petites indemnités, sont passés à côté quand même d'1 million par an depuis 2009. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est quand même un manque à gagner. Et je trouve ça quand même très déplorable de ne pas avoir perçu ce manque, ce financement qui aurait pu être quand même un apport pour la communauté. Je trouve ça dommage de garder son petit précaré, de ne pas vouloir justement mutualiser beaucoup plus les services publics. Voilà. On va dire comme le président Guillon, on ne regarde pas en arrière. Et d'ailleurs, la grande partie des élus qui siègent aujourd'hui à la CCPL, au moins parmi les maires, ces gens-là étaient déjà maires en 2009, pour la grande partie d'entre eux. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Ça, c'est notre idée de M. Philippot. C'est bon. Enfin, c'est les élus des autres communes et les élus de l'Andivision aussi, M. Saint-Pierre. En 2009, j'y étais. De 2014, 2020, Oui, juste pour clore un peu là-dessus, au niveau du droit du sol, on l'a abordé tout à l'heure, on n'a pas voulu pousser plus loin, mais par rapport au droit du sol, effectivement, toutes les autres communes ont adhéré au droit du sol et puis c'est désormais géré par les comités de communes, sauf l'Andivision qui n'a jamais voulu adhérer à cela, et sur lequel on est déjà intervenu maintes fois. Aussi, la communauté, la ville de l'Andivision avait demandé d'adhérer justement avec la CCPL et dans la nuit, nous avons reçu un mail nous disant que la CCPL n'était pas d'accord. Donc voilà, alors on voulait mutualiser le service d'urbanisme, ça c'était dans le mandat précédent, le service d'urbanisme de la CCPL et de la ville de l'Andivision et les personnes de la CCPL devaient même venir dans les bureaux de l'Andivision. C'était peut-être une exigence. Non, mais justement, le problème c'était, évidemment, si on met des conditions, et des exigences qui sont irréalisables. La condition était toute simple, c'est que la ville demandait à ce que les dossiers, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui dans la commission de M. Michel, c'est que les dossiers d'instruction de permis de construire soient vus en commission à la ville. Ce que la CCPL a refusé. C'est un peu logique, non? C'est quand même dommage que les élus n'aient pas accès. On est sur son précaré. Je pense que vous êtes bien content pour ceux qui participent à cette commission d'avoir connaissance des permis de construire qui sont déposés dans la ville. Et d'autant plus que ce service. Mais on rêve. Il n'y a pas de commission à la CCPL. Il n'y a pas de commission à la CCPL. À la CCPL, vous allez instruire les dossiers comment à la CCPL? Et pourquoi vous allez faire
Non, mais forcément, Ça- il y a- avec de la volonté, Mais ça peut se attendez, faire. Monsieur Michel, pour l'instant, il n'y avait pas de service d'études de permis de construire, donc forcément, il n'y avait pas de commission. Si ce service est mis en place, là, incessamment sous peu, forcément, il y aura une commission. C'est la CCP, ils n'ont pas envisagé pour l'instant de mettre une commission. Mais ça va être fait. Bien sûr que ça va être fait. Bon, par contre, je voudrais revenir juste sur un point, quand même, qui n'est pas négligeable. C'est tout ce qui est dématérialisation, informatisation. Alors là, je pense qu'on est au Moyen-Âge, à mon division. Et d'ailleurs, ça va dans le sens des remarques qu'on faisait pour le DOB et le ROB concernant les budgets de formation qui n'ont pas été utilisés. Quand vous voyez encore qu'une facture est validée manuellement, je crois qu'on est même pour La priorité, la préhistoire. la priorité sur la dématérialisation a été donnée sur l'état civil et Dieu sait si le besoin a été très très important parce qu'aujourd'hui la ville de Landivisiau est une des premières villes du département à délivrer des pièces d'état civil et Madame le maire pourra. Donc en fait, vous êtes capable de mener plusieurs chantiers à la fois. C'était très compliqué, d'autant plus. D'autant plus. Quand je vois encore que le prêt de salle, la dame qui s'en occupe, elle fait encore ses tenues, ses réservations de salle sur un cahier, comme si on était en 1960. Excusez-moi, même pas Excel, pas de formation, on ne forme pas les gens à des outils quand même qui feraient gagner du temps. De là, et forcément, si c'est du temps, c'est de l'argent. Vous avez une vision archaïque de la gestion d'une collectivité, madame. C'était marqué là dans le rapport, franchement. Mais en tout cas, vous avez un budget de formation que vous n'utilisez pas. Donc là, c'est l'occasion. En ce qui concerne la dématérialisation, on parle de valide, les dossiers, ça marche dans un sens, mais il faut savoir qu'après, au niveau de l'instruction, nous, on est bloqué. Parce que dans l'autre sens, dès qu'on doit aller en consultation vers d'autres services de l'État, eux ne fonctionnent pas. Leur système de retour ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on reçoit une masse de documents. Oui, je sais bien que vous et on est obligé, alors le travail est fait chez nous, c'est un travail supplémentaire, parce qu'on est obligé de les réimprimer pour les réexpédier aux organismes qu'on consulte. Donc, de notre côté, nous, on a de quoi rentrer, mais on ne peut pas les ramener. Donc, je veux dire que. Et les personnels, ils sont tout à fait formés à ce niveau-là. Donc, la personne qui elle reçoit les documents, mais elle ne peut pas les exploiter vis-à-vis des consultations. Donc, Mais le problème, il n'est pas ici, il est à l'extérieur. Et ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils n'étaient pas en marche de recevoir, je ne sais plus le nom du logiciel, celui-ci. Le plateau. Voilà, je ne retiendrai jamais le nom, Mais c'est une des missions du nouveau directeur financier, ne vous inquiétez pas, la dématérialisation sera mise en place dans les services, dans les mois ou les années, enfin les mois à venir. Allez, monsieur Scalio, à vous la Commission Finances, Travaux, Agriculture, donc une décision modificative concernant le budget municipal 2022, considérant en application de l'article 2311-1 du CGCT, le budget de la commune et l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses, considérant en application de l'article S1612-11 du code précité, les modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Considérant que ces décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits entièrement votés. Considérant les délibérations 2022-208 du 15 avril 2022 approuvant le budget municipal et 2022/400 du 8 juillet 22 approuvant l'ADM numéro 1, considérant qu'il convient d'ajuster les prévisions budgétaires en section d'investissement à hauteur de 190 000 euros, en fonctionnement, pardon, à 190 000 euros, principalement au chapitre 12, charges de personnel frais assimilés, liées principalement à l'augmentation de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5% à compter du 1er juillet, conformément donc au décret 2022-994 du 7 juillet 2022, portant en majoration de la rémunération des personnels civils et militaires.
donc pour les opérations précitées, qui touchent aujourd'hui à leur fin, doivent permettre de prendre en compte l'augmentation des coûts de la construction liés à l'application des formules contractuelles de révision des prix des marchés publics, dont l'évolution a été simulée par rapport à la tendance très haussière actuellement. Considérant donc, concernant l'ajustement proposé entre les opérations 229 et 244, il convient d'inscrire les crédits budgétaires à l'opération Petite Ville de demain permettant l'acquisition d'une maison d'habitation et de ses frais annexes située au 27 rue du Manoir, parcelle cadastrée BD 29, numéro 29, au cœur du périmètre Petite Ville de demain, où est projetée la mise en œuvre de liaisons douces entre la place Bad Soden-Allendorf et la place de l'Église à l'issue de la réalisation du projet d'extension et réhabilitation de la médiane. Considérant que l'ensemble de ces opérations conduit à réduire le suréquilibre de la section d'investissement du budget principal de 444 000 euros, les 254 000 plus les 190 000 donc de réduction de la section de fonctionnement. Le suréquilibre prévisionnel de la section d'investissement est ainsi porté de 4 283 900 euros à 3 839 900 euros. Donc il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative numéro 2 telle qu'elle vous a été présentée. Donc je vais mettre au voie, qui s'abstient. 5 abstentions. Qui est pour. Je vous remercie. Rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, relative au transfert de la compétence plan local d'urbanisme, carte communale et documents d'urbanisme en tenant lieu. Donc, considérant que la compétence plan local d'urbanisme, carte communale et documents d'urbanisme en tenant lieu a été transférée au 1er janvier 2022 par l'ensemble des communes à la communauté de communes Visio, puis l'article 16 609 nomis C du Code général des impôts, qui précise que la commission locale d'évaluation des charges transférées procède à l'évaluation des charges liées à ce transfert et produit un rapport dans un délai de 9 mois à compter de la date du transfert. Considérant que cette CLEC s'est réunie 3 fois au premier semestre 2022 afin d'examiner les charges transférées, à cette occasion et qu'à l'issue de ces travaux, un rapport a été dressé et transmis aux communes. Considérant le dit rapport d'évaluation des transferts des charges, adopté par les membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées à l'unanimité lors de sa séance du 13 juin 2022, préconise de réviser à compter de l'exercice 2022 et à titre définitif les attributions de compensation des communes concernées par le transfert de charges de la compétence PLU, carte communale et documents d'urbanisme de la manière suivante. Donc pour les communes de moins de 1500 habitants, participation de 1,06 € par habitant. Pour les communes de plus de 1500 habitants, 1,36 € par habitant. Donc vous avez le décompte pour toutes les communes. Considérant que les procédures sont engagées par 2 communes, Saint-Servais et Le Cléminaire, avant le transfert de la compétence au 1er janvier 2022, et sont en cours de finalisation par la CCPL, projet d'intérêt communal. Donc la CLEC propose l'imputation des dépenses prises en charge par la communauté de communes pour les 2 AC de ces 2 communes. Considérant qu'une partie des AC peut être imputée en section d'investissement, cette imputation doit être décidée dans le cadre du dispositif prévu au avis du 5 de l'article 1609 C du Code général des impôts, c'est-à-dire après délibération concordante du conseil communautaire à la majorité des 2 tiers et des conseils municipaux des communes intéressées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce rapport définitif en date du 13 juin 2022, joint en annexe, d'autoriser l'imputation de l'attribution de compensation en section d'investissement et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération et à signer tout document s'y rapportant. Donc vous avez le document en annexe. Il a également été voté donc à la dernière, au dernier conseil communautaire. Donc je mets au voie, qui s'abstient.
Qui est pour? Unanimité, merci. Adhésion au moment de commande avec la communauté de communes du Pays Nord Division pour l'achat et la livraison de papier d'impression et de reprographie. Donc, vu le code de la commande publique, notamment son article 2113-6 qui offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes ayant vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Considérant qu'un groupement de commande pour l'achat et la livraison du papier d'impression et de reprographie permettait de réaliser des économies tant pour les besoins propres de l'Interco que pour ceux des communes membres du groupement. Considérant les besoins en matière d'achat et de livraison de papier d'impression pour la communauté de communes du Pays Nord Division et les communes du territoire, considérant que le groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics et accords cadres de ses membres en ce qui concerne l'achat et la livraison de papier, considérant que la CCPL assurera les fonctions de coordonnateur du mouvement, considérant qu'à ce titre la CCPL procédera à l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs co-contractants ainsi qu'à la notification du marché, considérant également que l'exécution est assurée par chaque membre du groupement, les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention constitutive, considérant que la commission d'appel d'offres du groupement, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales et la CAO, du coordonnateur composé dans les conditions